Le 6 juin 1944, de nombreux soldats alliés ont débarqué sur les plages de Normandie, en France. Cela s'appelait le jour J. Ce fut un grand tournant de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Certains de ces soldats sont ensuite devenus des acteurs célèbres, ou étaient déjà des acteurs qui ont rejoint le combat. Voici les histoires des 5 acteurs qui ont combattu le jour J. David Niven. Imaginez une personne qui était à la fois une célèbre star de cinéma et un soldat courageux. C'était David Niven. Il est né à Londres, en Angleterre, en 1910. Dès son jeune âge, il était très charmant et avait un sens de l'humour espiègle. Il aimait faire rire les gens. Il ne savait pas qu'il risquerait un jour sa vie sur les plages de Normandie et deviendrait également une grande star de Hollywood. Quand David Niven fut en âge, il rejoignit l'armée britannique. Au début, il ne prévoyait pas d'être soldat professionnel pour toujours. Il quitta l'armée pour essayer différents métiers, mais bientôt, il trouva quelque chose qu'il aimait, le théâtre. Il a déménagé à Hollywood, où il a commencé à apparaître dans de petits rôles au cinéma. Il était beau, spirituel, et avait un accent anglais que les gens appréciaient. Sa carrière a commencé à croître. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il réussissait à Hollywood, David Niven sentait qu'il devait servir son pays à nouveau. Il est retourné en Angleterre et a rejoint l'armée britannique. Cette fois, il est devenu lieutenant-colonel dans les commandos britanniques. Être un commando n'était pas facile. Cela nécessitait une formation spéciale. Les commandos avaient des missions dangereuses. Ils travaillaient souvent en secret et aidaient à recueillir des informations. David Niven a également travaillé dans le renseignement, ce qui signifie qu'il a utilisé son esprit vif pour aider à planifier et rassembler des informations importantes sur les mouvements ennemis. Lorsque le jour J est arrivé le 6 juin 1944, David Niven faisait partie des premiers officiers à débarquer en Normandie. Imaginez à quel point cela devait être terrifiant. Les plages étaient fortement gardées par les forces ennemies, et les soldats ont fait face à des tirs dès leur arrivée. Pourtant, David Niven a continué. Il avait un devoir à accomplir. Certaines personnes disent qu'il gardait un petit sens de l'humour même dans ces moments sombres, racontant des blagues pour calmer les nerfs de ceux qui l'entouraient. Que cela soit vrai ou non, nous savons qu'il était un leader stable et courageux. Après la prise des plages, David Niven a continué à servir avec la 1re division d'infanterie des États-Unis, les aidant dans leurs batailles. En raison de son service exceptionnel, il a été décoré de la médaille de la Légion du Mérite des États-Unis, qui est un honneur très spécial. En fait, seuls 25 soldats britanniques ont reçu cette médaille. Cela montre à quel point les forces américaines respectaient son travail acharné et son courage. Une fois la guerre terminée, David Niven est retourné à la comédie. Il a joué dans de nombreux films célèbres comme Le Tour du Monde en 80 jours et La Panthère Rose. Le public adorait son style élégant et sa nature drôle. Même s'il est devenu très célèbre à Hollywood, il n'a jamais oublié son temps en guerre. Il avait vu des amis perdus au combat et savait combien il était important de protéger la liberté. David Niven est mort en 1983, laissant un héritage en tant que merveilleux acteur et véritable héros. Les gens regardent encore ces films aujourd'hui. Beaucoup ne réalisent pas que cet homme charmant a un jour débarqué sur les plages de Normandie, risquant sa vie pour la cause alliée. Quand vous voyez David Niven à l'écran, rappelez-vous qu'il était plus qu'une star de cinéma. Il était un soldat qui a montré du courage sous le feu. C'est pourquoi son histoire reste si inspirante. Il a prouvé qu'on peut être à la fois un artiste qui apporte de la joie et un combattant qui défend ce qui est juste. Richard Todd. Tout comme David Niven, il était un acteur. Mais avant de jamais mettre les pieds sur un plateau de cinéma, il était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il faisait partie d'une opération très spéciale lors du jour J. Une opération qui impliquait des parachutes et une mission très importante. Bon. Richard Todd est né en Irlande en 1919. Sa jeunesse était assez normale. Il aimait le sport, l'école et passer du temps avec des amis. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, il a ressenti l'appel de servir son pays. Todd a rejoint l'armée britannique et s'est entraîné pour faire partie des forces aéroportées. Cela signifiait qu'il était un parachutiste capable de sauter d'avion derrière les lignes ennemies. Dans la nuit du 5 juin 1944, quelques heures avant les principaux débarquements du jour J, Todd et ses camarades soldats ont survolé la Manche. Leur mission était d'atterrir près d'un endroit appelé le pont Pegasus. Ce pont était important parce qu'il traversait le canal de Caen. Si les Allemands utilisaient ce pont pour amener des chars et plus de troupes, les soldats alliés sur les plages seraient en grand danger. Donc, Richard Todd et son unité devaient s'assurer que le pont reste aux mains des Alliés. Ils ont sauté des avions dans l'obscurité et ont atterri en territoire ennemi. Imaginez comment
Effrayant ce serait de sauter en parachute la nuit, sans savoir où l'ennemi pourrait être. Pourtant, Todd et ses camarades étaient bien entraînés. Ils se regroupèrent rapidement et se dirigèrent vers le pont Pegasus. Un autre groupe était arrivé en planeur, s'écrasant près du pont et en prenant le contrôle. Le bataillon de Todd était l'équipe de renfort pour tenir le pont à tout prix. Les combats étaient féroces, mais les troupes aéroportées britanniques ont réussi à sécuriser la zone. L'officier commandant de Todd était un homme nommé Major John Howard. Des années plus tard, en 1962, un grand film sur le jour J, intitulé « Le jour le plus long », a été réalisé. Richard Todd a été choisi pour jouer le Major John Howard. C'était un moment très spécial parce que Todd avait réellement été là dans la vraie vie. Le producteur du film, Daryl F. Zanuck, pensait que cela rendrait le film plus authentique d'avoir un vrai vétéran du jour J dans le casting. Dans le film, Richard Todd portait le même béret vert qu'il avait utilisé cette nuit courageuse. Ce petit détail montrait à quel point le rôle était personnel pour lui. Après la guerre, Todd a continué à jouer dans de nombreux films différents. Il a gagné du respect pour son talent et pour son héroïsme réel. En le regardant à l'écran, les gens pouvaient voir un homme qui comprenait le poids de la guerre. Mais Richard Todd n'était pas seulement un soldat et un acteur. Il était aussi un homme humble qui ne se vantait pas de ses expériences. Il portait avec lui les souvenirs du jour J, se souvenant des camarades qu'il avait perdus et des défis qu'ils avaient affrontés. Parfois, les gens le reconnaissaient plus pour ses films que pour son service militaire. Pourtant, ceux qui le connaissaient comprenaient qu'il faisait partie d'un moment historique qui a changé le cours de la guerre. Lorsque vous regardez Le jour le plus long, faites attention aux scènes au pont de Pegasus. Rappelez-vous que Richard Todd y était en réalité et dans le film. Ses actions, ainsi que celles de nombreux autres hommes courageux, ont contribué à ouvrir la voie à la victoire des Alliés en Normandie. Sans ces héros aéroportés, l'histoire du jour J aurait pu se terminer différemment. Todd est décédé en 2009, mais son héritage perdure dans les livres d'histoire et sur le grand écran. Il reste un symbole de courage, de dévouement et d'une rare authenticité que seul quelqu'un qui a vraiment combattu peut apporter à un film. Robert Montgomery. Montgomery a servi dans la marine des États-Unis. Il a suivi un parcours différent, mais n'était pas moins courageux. En fait, son histoire montre comment des personnes de différents pays se sont unies pour une grande mission lors du jour J. Robert Montgomery est né en 1904 à New York. Il venait d'une famille aisée, mais il a affronté des défis personnels quand il était jeune. Plus tard, il a trouvé un moyen de s'exprimer à travers le jeu d'acteur. Il est monté sur les scènes de Broadway, et bientôt il s'est dirigé vers Hollywood, où il est devenu une vedette dans de nombreux films des années 1930. Le public adorait son charme et son esprit vif à l'écran. Ils appréciaient sa capacité à jouer des rôles à la fois sérieux et légers. Mais tout a changé lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est profilée à l'horizon. Même avant que les États-Unis n'entrent officiellement en guerre, Montgomery ressentait le besoin d'en faire plus. Il s'est engagé dans l'armée. Cela montrait un profond sens du devoir pour protéger la liberté. Il a choisi la marine, où il s'est formé pour devenir officier. Finalement, il a été affecté au commandement d'un bateau pété. Les bateaux pétés étaient de petites embarcations rapides qui effectuaient des missions risquées, patrouillant souvent dans des eaux dangereuses. Lorsque les Alliés ont planifié l'invasion de Normandie, les compétences et l'expérience de Montgomery étaient nécessaires. Le jour J, le 6 juin 1944, il a servi à bord de l'USS Barton, un destroyer de la marine. Être sur un destroyer signifiait que le navire soutenait les débarquements en tirant sur les positions ennemies et en protégeant les navires de transport des sous-marins et d'autres menaces. C'était un travail tendu et dangereux, car les forces allemandes représentaient encore une menace réelle en mer. Le service de Robert Montgomery ne s'est pas arrêté le jour J. Il est resté en service actif pendant 5 ans et était très respecté par ses compagnons marins. Il a reçu de nombreuses distinctions, une Bronze Star, une médaille de bonne conduite, un ruban de service de défense américain, et même le ruban de théâtre européen avec 2 étoiles de bataille. Cela signifie qu'il a participé à 2 grandes batailles dans la région européenne. À la fin de la guerre, il avait atteint le grade de lieutenant-commandant. Après la guerre, Robert Montgomery est revenu à Hollywood. Il était plus âgé, et peut-être voyait-il la vie différemment après avoir vécu les réalités de la guerre. Pourtant, il a repris la comédie et a même essayé la production et la réalisation. Il a animé une série télévisée appelée Robert Montgomery Presents. Il a utilisé sa créativité et ses compétences en leadership pour apporter de nouvelles émissions au public à la maison. Un fait intéressant est que Montgomery a mentoré de jeunes acteurs et actrices, les aidant à comprendre le film « Affaire ». Certains disent qu'il n'a jamais perdu la discipline acquise pendant son temps dans la marine. Il était toujours à l'heure, toujours professionnel et toujours prêt à travailler.
Ses amis à Hollywood l'admiraient à la fois pour son service militaire et son talent. Robert Montgomery est décédé en 1981, laissant derrière lui un héritage de bravoure et d'art. Quand nous regardons ses films, nous voyons un acteur accompli qui savait nous faire rire, pleurer ou réfléchir. Pourtant, sous cette apparence de star de cinéma se cachait un vrai homme qui se tenait sur un navire au large des côtes de la Normandie, aidant les Alliés à avancer vers la victoire. Il nous rappelle que derrière chaque uniforme se trouve une personne avec des espoirs, des rêves et des peurs, mais aussi une forte volonté de se battre pour un monde meilleur. Charles Durning. Charles Durning a eu une longue carrière au cinéma et à la télévision. Certains l'appelaient le roi des acteurs de caractère parce qu'il pouvait jouer tant de types de rôles différents. Mais bien avant qu'il ne gagne cette réputation à l'écran, il était un soldat sur les plages sanglantes de Normandie. Son histoire est à la fois héroïque et déchirante. Charles Durning est né en 1923 à New York. Il a grandi pendant la Grande Dépression, une époque où de nombreuses familles en bavaient. Il a fait divers petits boulots comme adolescent. Ensuite, lorsqu'il a eu 18 ans, les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque de Pearl Harbor. Durning s'est engagé dans l'armée américaine. Il a suivi une formation de base comme beaucoup d'autres jeunes hommes, apprenant à tirer avec un fusil, à suivre des ordres et à faire partie d'une équipe. Le moment du jour J est rapidement arrivé. Tôt le 6 juin 1944, Charles Durning a débarqué sur la plage d'Omaha dans l'une des premières vagues de soldats. La plage d'Omaha était fortement défendue par les forces allemandes. Beaucoup de soldats alliés n'ont pas survécu à ces premières minutes. Les balles pleuvaient, les obus d'artillerie explosaient, et toute la scène était chaotique et mortelle. Selon certains rapports, Durning était le seul soldat de son unité à survivre à ce premier débarquement. Imaginez à quel point cela devait être terrifiant de voir vos amis et compagnons d'armes tomber autour de vous. Malgré ces horreurs, Charles Durning continua d'avancer. Il avait un travail à faire, et c'était de progresser à l'intérieur des terres et d'aider à établir un point d'ancrage en France. Seulement 9 jours plus tard, il a été blessé au combat. Cette blessure signifiait qu'il avait besoin de soins médicaux, et donc il a été retiré du front pendant un certain temps. Il s'est rétabli, mais cela a laissé un impact durable sur lui, physiquement et émotionnellement. La guerre change une personne, et Durning n'a pas fait exception. Pour sa bravoure, il a reçu plusieurs distinctions, y compris le Purple Heart, qui est décerné à ceux qui sont blessés au combat, et la Silver Star, l'une des plus hautes récompenses pour bravoure au combat. Ces médailles montrent que Durning a fait preuve de courage sous le feu et a aidé ses camarades soldats en temps de graves dangers. Après la guerre, il n'a pas beaucoup parlé de ses expériences pendant longtemps. Parfois, les survivants de batailles intenses trouvent douloureux de revivre ces moments par les mots. Finalement, Charles Durning s'est tourné vers le métier d'acteur, y trouvant une forme d'expression et peut-être un moyen d'aller de l'avant. Il est apparu dans de nombreux films comme Un après-midi de chien, Tootsie et La cage aux poules. Il était souvent reconnu pour apporter profondeur et sincérité à chaque rôle qu'il jouait. Les gens à Hollywood le connaissaient comme un acteur professionnel qui arrivait sur le plateau préparé et donnait tout ce qu'il avait à sa performance. Avec le temps, Durning a commencé à partager des bribes de ses histoires de guerre, parlant lors d'événements et rencontrant des anciens combattants. Il voulait honorer ceux qui ne sont pas rentrés de Normandie. Il voulait que les générations futures comprennent le véritable coût de la guerre. Il est décédé en 2012, laissant derrière lui un héritage de performances mémorables et un exemple de véritable héroïsme. Quand nous nous souvenons de Charles Durning, nous ne devrions pas seulement penser à ses rôles devant la caméra, mais aussi imaginer le jeune soldat qui est descendu d'une embarcation dans une tempête de balles, déterminé à faire sa part. James Doohan. Vous pourriez connaître James Doohan en tant que Scotty de la série originale Star Trek. Il était l'ingénieur adoré qui gardait le vaisseau Enterprise en marche. Mais avant de téléporter qui que ce soit à la télévision, James Doohan était un véritable héros au jour J avec l'armée canadienne. C'est l'histoire de sa débarcation sur la plage Juno et de son affrontement avec le danger qui aurait pu lui coûter la vie. James Doohan est né en 1920 à Vancouver, Canada. En grandissant, il montra des signes d'intelligence et de curiosité. Certains disent qu'il avait un talent naturel pour les mathématiques et les sciences. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il décida de servir son pays. Il rejoignit l'artillerie royale canadienne. Cette branche de l'armée s'occupait des gros canons et des pièces d'artillerie. Plus tard, il a rejoint les forces canadiennes, se préparant pour l'invasion de la Normandie. Le 6 juin 1944, Doohan et ses compagnons soldats canadiens ont débarqué sur la plage Juno.
Tout comme la plage d'Omaha, Juneau était fortement défendue. Les tirs et les explosions étaient partout, mais les Canadiens ont avancé, déterminés à prendre la plage. Doohan était là avec eux, utilisant sa formation pour aider son unité à progresser et à maintenir leur position. La bataille était intense, et de nombreux soldats courageux ont été blessés ou tués. Doohan était l'un des blessés. Il a été touché plusieurs fois, à la jambe et à la poitrine. Miraculeusement, il a survécu à ses blessures. Cependant, une balle lui a également arraché le majeur droit. Malgré cette grave blessure, James Doohan a récupéré et a continué à servir. Il faut beaucoup de courage pour continuer après avoir traversé quelque chose d'aussi traumatisant. Après la fin de la guerre, il a choisi d'explorer une voie professionnelle différente. Il a cherché un moyen d'utiliser sa voix et sa créativité. Le métier d'acteur semblait parfait pour lui. Il a commencé à jouer dans des rôles à la radio et à la télévision au Canada, avant de finalement déménager aux États-Unis. Dans les années 1960, James Doohan a obtenu son rôle le plus célèbre, Montgomery Scotty Scott, dans la série télévisée Star Trek. Ce rôle nécessitait qu'il parle avec un accent écossais et qu'il démontre des compétences en ingénierie. Chaque fois que le capitaine Kirk avait besoin de plus de puissance pour les moteurs à distorsion, Scotty trouvait une solution. Les gens adoraient son personnage pour sa loyauté, son intelligence, et parfois un peu bourru, mais toujours avec un cœur chaleureux en dessous. Ses expériences de guerre l'ont peut-être aidé à jouer un rôle nécessitant une pensée rapide dans des situations stressantes. Doohan cachait parfois son doigt manquant à l'écran, positionnant sa main pour que le public ne le remarque pas. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez en apercevoir des indices. Au fil du temps, les fans ont appris ses blessures de guerre, et cela les a amenés à le respecter encore plus. Il n'était pas seulement un acteur prétendant être un héros. Il était un véritable héros, qui avait affronté la mort sur les plages de Normandie. James Doohan est décédé en 2005. Les fans de Star Trek continuent de le célébrer, honorant la manière dont il a donné vie à Scotty. Mais quiconque connaît le jour J devrait également se souvenir de la bravoure de James Doohan en tant que jeune soldat. Il a tout risqué pour contribuer à apporter la liberté à l'Europe. Quand vous pensez à lui, imaginez le soldat déterminé sur la plage de Juneau, combattant avec courage et ne laissant pas ses blessures l'empêcher de mener une vie significative par la suite. C'est ce qui rend son histoire si spéciale. Il a montré du dévouement à la fois sur le champ de bataille et à l'écran. Il n'était pas seul. Beaucoup d'autres ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, mais tous n'ont pas combattu le jour J. Voici les récits d'autres noms, explorant ce qui s'est réellement passé, où ils ont servi, et pourquoi leurs histoires se mêlent parfois à la légende du jour J. Henry Fonda a servi dans le Pacifique. Henry Fonda est l'un des acteurs les plus respectés de l'âge d'or d'Hollywood. Connu pour des films comme Les raisins de la colère, 12 hommes en colère et Il était une fois dans l'Ouest, Fonda a eu une carrière illustre qui s'est étendue sur des décennies. Son calme et sa voix distinctive ont fait de lui un acteur principal emblématique. Mais pour beaucoup, Fonda est aussi rappelé comme un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Le service naval de Fonda l'a conduit dans le théâtre du Pacifique, une vaste zone d'opération où les États-Unis et les forces alliées ont combattu le Japon. Spécifiquement, il a servi sur l'USS Curtis, un navire-mer d'hydravions américain qui fournissait un soutien aux avions navals. Les tâches d'un navire-mer d'hydravion pouvaient inclure le ravitaillement en carburant, la réparation des avions et la gestion des opérations de reconnaissance. Ces responsabilités, bien que moins prestigieuses que de servir sur un célèbre cuirassé ou porte-avions, étaient cruciales pour l'effort de guerre. En juin 1944, au moment de l'invasion de la Normandie, Henry Fonda et le Curtis étaient stationnés à ou près de l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall, très loin des plages de Normandie. Les îles Marshall faisaient partie d'une importante campagne de saut d'îles conçue pour repousser les forces japonaises vers leurs îles d'origine. En d'autres termes, tandis que les Alliés lançaient l'opération du jour J en Europe, Henry Fonda servait activement, mais dans le Pacifique. Ce fait-là seul explique pourquoi il n'aurait pas pu être en Normandie pour les débarquements alliés. Après la guerre, Henry Fonda est retourné à Hollywood et a repris sa carrière d'acteur avec un dynamisme renouvelé. Des films comme Fort Apache et Mr. Roberts ont mis en avant à la fois sa polyvalence et le sérieux acquis grâce à l'expérience de la guerre. Cependant, avec le temps, certains fans et écrivains ont confondu son service militaire avec la campagne européenne, peut-être simplement parce que son nom était associé à des conflits majeurs. De plus, Fonda a interprété des personnages impliqués dans les débarquements de Normandie dans des films tels que Le Jour le plus long, amenant certains spectateurs à supposer qu'il reproduisait des événements qu'il avait personnellement vécus. Il a joué le brigadier général Theodore Roosevelt Jr., l'un des personnages clés à Utah Beach. En raison de ce rôle,
Beaucoup ont fini par croire que Fonda lui-même avait été présent. Cependant, c'était purement un rôle de film. La véritable histoire de guerre de Henry Fonda s'est déroulée à des milliers de kilomètres dans le Pacifique. Alec Guinness, Royal Navy, mais ailleurs, si vous avez déjà regardé Star Wars, vous connaissez Alec Guinness comme le mentor sage et gentil. Obi-Wan Kenobi. Les générations plus âgées se souviennent aussi de lui pour des films classiques comme Le pont de la rivière Kwai, pour lequel il a remporté un Oscar, et ses rôles dans diverses comédies d'Ealing. Mais derrière cette présence distinguée à l'écran se cachait un homme qui portait l'uniforme de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. En juin 1944, Alec Guinness servait toujours dans la Royal Navy, mais ses missions étaient plus liées à la région méditerranéenne. Il a participé à différentes actions, et il existe des archives de son implication dans la préparation de l'invasion du sud de la France en août 1944. L'opération Dragoon. Chacun de ces événements était significatif, mais distinct de l'opération Overlord, le nom de code des débarquements de Normandie. Néanmoins, des rumeurs ont probablement commencé parce que Guinness avait de l'expérience avec les péniches de débarquement et était une figure britannique bien connue. Parfois, les fans supposent que si un acteur britannique a servi dans la Royal Navy et a participé à des invasions amphibies, il a dû être en Normandie également. C'est une supposition compréhensible, mais historiquement incorrecte. Après la guerre, Alec Guinness est retourné sur scène et à l'écran avec une compréhension plus profonde du devoir et du sacrifice. Sa gamme de rôles était époustouflante, allant des personnages comiques dans The Lady Killers au stoïque colonel Nicholson dans Le pont de la rivière Kwai. Les générations suivantes, bien sûr, l'ont vu dans Star Wars en tant qu'Obi-Wan Kenobi, un rôle qu'il a rendu mondialement connu. Art Linkletter, le service de guerre mal attribué. Art Linkletter était une personnalité de la télévision et de la radio, surtout connu pour des émissions comme House Party et People Are Funny. Son style décontracté et son sens de l'humour chaleureux l'ont rendu célèbre dans les foyers des années 1940 aux années 1960. Parce qu'il était si apprécié, des histoires ont émergé selon lesquelles lui aussi était à D-Day. Arthur Gordon Kelly est né en 1912 au Canada, mais a été adopté et élevé aux États-Unis. Il a montré un talent précoce pour la prise de parole en public et le sens du timing comique. À la fin des années 1930, il travaillait à la radio, se faisant un nom grâce à son esprit vif et sa capacité à captiver le public. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Linkletter avait une trentaine d'années et était bien établi dans l'industrie du divertissement. Les archives n'indiquent pas qu'Art Linkletter ait servi dans les forces armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il avait déjà construit une carrière en tant que personnalité de la radio et passé rapidement à la télévision au milieu des années 1940. Au moment du débarquement en juin 1944, Linkletter poursuivait sa carrière de radiodiffusion aux États-Unis. Une certaine confusion pourrait provenir du fait qu'il était un artiste né au Canada et que le Canada a été fortement impliqué dans les débarquements de Normandie à Juno Beach. Cependant, Linkletter lui-même ne faisait pas partie des troupes canadiennes. Art Linkletter a eu une longue carrière à la télévision, animant des programmes qui accueillaient souvent des vétérans ou des soldats en service actif. Au fil du temps, des informations erronées ont pu circuler, surtout parce que les gens confondent souvent le soutien d'une célébrité aux troupes avec un véritable service. De plus, Linkletter est devenu bien connu pour son travail philanthropique, qui incluait parfois le soutien d'organisations de vétérans. Rien de tout cela n'équivaut à sa présence au jour J. Parfois, les fans qui voient d'anciennes photos de Linkletter avec des militaires ou participant à des événements USO supposent qu'il a dû servir à l'étranger. Bien que de nombreuses personnalités d'Hollywood et de la radio soient allées à l'étranger pour divertir les troupes, cela n'est pas la même chose qu'être soldat ou faire partie des forces d'invasion. En bref, le dossier officiel ne montre aucun déploiement à Normandie pour Art Linkletter. Dirk Bogarde a servi en Europe du Nord-Ouest après le jour J. Dirk Bogarde était une célèbre star du cinéma britannique, autrefois considérée comme la plus grande attraction du box-office en Grande-Bretagne. Ses rôles allaient des drames de guerre aux films d'art plus tard dans sa carrière. Vous l'avez peut-être vu dans Mort à Venise, 1971 ou The Servant, 1963. Parfois, il est inclus dans les listes d'acteurs ayant participé au débarquement, mais la vérité est un peu plus nuancée. Bogarde a bien servi dans la campagne du nord-ouest de l'Europe, mais il est arrivé après le 6 juin. Bogarde est né Derek Jules Gaspard, Ulrich Niven van den Bogaerde, en 1921. Il était d'origine mixte, avec un père né en Belgique, ce qui lui a donné une éducation quelque peu cosmopolite. En tant que jeune homme, il a étudié l'art et a montré une passion pour le théâtre. Cependant,
la Deuxième Guerre mondiale a changé le cours de sa vie. En 1939, alors que la Grande-Bretagne se préparait à la guerre, Bogard rejoignit la Territorial Army, une réserve armée. Il servit ensuite dans le Queen's Royal Regiment. Au moment de l'opération Overlord, Bogard était rattaché à la section de renseignement de son unité. Après la prise des plages, les forces alliées ont avancé à l'intérieur des terres. Au cours des semaines et des mois suivants, davantage de troupes sont arrivées d'Angleterre pour renforcer et étendre le front. Bogard faisait partie de ceux qui ont débarqué après l'invasion initiale. Cela signifie qu'il a combattu en Europe du Nord-Ouest, participant aux combats en France, en Belgique et finalement en Allemagne. Il a vu les conséquences des camps de concentration et a été profondément marqué par la dévastation qu'il a constatée. La confusion vient du fait qu'il a combattu dans la même campagne. La libération du Nord-Ouest de l'Europe, souvent appelée au sens large le jour J. Mais il n'était pas présent le 6 juin sur les plages. Certaines personnes utilisent le jour J comme raccourci pour l'ensemble de l'opération en Normandie, qui s'est poursuivie bien au-delà des débarquements initiaux. Cela peut entraîner des malentendus sur qui a réellement débarqué le 6 juin. Après sa démobilisation, Dirk Bogarde s'est lancé pleinement dans une carrière cinématographique. Il a joué dans de nombreux films britanniques des années 1950, souvent dans des rôles romantiques ou comiques. Plus tard, il s'est orienté vers des personnages plus difficiles et dramatiques, ce qui lui a valu d'être salué par la critique. Au moment où il a pris sa retraite du cinéma, Bogard avait laissé une empreinte profonde sur le cinéma britannique et international. Le point essentiel est que le service de Dirk Bogarde était louable et incluait le front européen, mais pas le jour précis du 6 juin 1944, lorsqu'ont eu lieu les premiers débarquements en Normandie. C'est une distinction importante qui honore à la fois les hommes qui étaient sur ces péniches de débarquement ce matin-là, et ceux qui sont venus dans les semaines et mois suivants pour achever la libération de l'Europe. Les gens sont naturellement attirés par les histoires héroïques, surtout celles concernant des acteurs, musiciens ou figures publiques aimées. Associer un nom célèbre à un événement historique important peut rendre cet événement plus tangible ou dramatique. Dans certains cas, la confusion commence innocemment. Un acteur qui a combattu pendant la guerre pourrait mentionner « J'ai servi en Europe en 1944 » et les auditeurs supposent qu'il s'agissait du jour J, ou il pourrait jouer un rôle dans un film sur la Normandie et laisser les gens croire qu'ils avaient une expérience personnelle de ce jour-là. La Seconde Guerre mondiale n'a pas été menée uniquement par des gens ordinaires. Elle a aussi vu de nombreuses célébrités et futures stars échanger la lumière des projecteurs pour un uniforme. Même si beaucoup de ces visages célèbres avaient rêvé de succès sur grand écran, ils ont mis leurs ambitions d'acteurs en suspens pour aider leur pays. C'est assez impressionnant quand on y pense. Ils ont risqué leur vie, puis sont revenus, et ont illuminé Hollywood. Voici quelques histoires qui montrent à quel point leurs expériences de guerre pouvaient être réelles et variées. James Stewart. Prenez James Stewart par exemple. Il était déjà très célèbre grâce à des films comme Mr. Smith Goes to Washington, mais lorsque la guerre a éclaté, il a rejoint l'armée de l'air des États-Unis. Stewart a effectué des missions de bombardement en Europe, atteignant finalement le grade de colonel. Il est même resté dans la réserve de l'armée de l'air après la guerre. Vous pouvez parier que son service pendant la guerre a eu un grand impact sur l'attrait terre à terre et à la portée de tout ce qu'il a apporté à ses rôles par la suite. Clark Gable. Puis il y a Clark Gable, star d'OTAN en emporte le vent. Après que sa femme Carole Lombard soit tragiquement décédée dans un accident d'avion, Gable était dévasté et a rejoint les forces aériennes de l'armée américaine. Il faisait partie d'une unité cinématographique, créant des films d'entraînement. Mais il a aussi participé à quelques missions de combat. Vous pouvez imaginer, l'un des plus grands acteurs de Hollywood risquant sa vie dans les cieux, au-dessus de l'Allemagne, Ronald Reagan. Dans une autre partie du monde militaire, vous trouverez Ronald Reagan, qui était encore un acteur en devenir lorsqu'il a rejoint l'armée des États-Unis. En raison de sa mauvaise vue, il réalisait principalement des films d'entraînement pour l'armée de l'air. Mais ces films étaient essentiels pour remonter le moral et former les nouvelles recrues. L'expérience de Reagan dans l'armée et plus tard au sein du Screen Actors Guild l'a finalement conduit en politique. Et, eh bien, nous savons tous comment cela s'est terminé.